Bonjour à tous, donc Mathurin Carnet, je suis entomologiste à la Société d'histoire naturelle d'Autun. Et là, donc, je viens vous parler, grâce à BFC Nature, des chilopodes, que je vais vous présenter et voir quel est l'intérêt de ce groupe de mille pattes. Donc, je remercie BFC Nature de me permettre de faire la promotion de ces mal-aimés. Alors les chilopodes, déjà, avec ce mot barbare, qu'est-ce que c'est? Donc un chilopode, c'est un mille pattes. Un mille pattes, scientifiquement, on appelle ça un myriapode. Les myriapodes donc, sont composés en France des chilopodes, des diplopodes. Donc là, vous avez une photo d'un diplopode, hop, juste là. Donc les diplopodes, c'est les gules, si vous en entendez parler, les gloméris aussi, qui sont un peu à des cloportes, tout rond. Et on a deux autres groupes qui sont les poropodes et les symphiles. Donc là, on a un exemple de symphiles juste là. Des groupes très mal connus, très mal étudiés. Nous n'en parlerons pas. Donc un chilopode, qu'est-ce que c'est? C'est donc un mille pattes qui a une paire de pattes par segment. Donc là, on les devine, là, on voit les segments, on voit hop, une paire de pattes. Mais en plus, c'est un mille pattes qui est prédateur. Donc il y a une paire de pattes qui est transformée, qu'on appelle des forcipules. Donc on a envie de dire c'est un peu des sales bêtes, comme on peut le voir juste ici. Donc la différence, les diplopodes vont avoir deux paires de pattes par segment et vont être en fait des décomposeurs de la matière organique. On a quelques espèces qui peuvent être frugivores aussi. Et on a les chilopodes qui sont vraiment des prédateurs et qui ont évolué pour ça, comme on peut le voir juste ici. En France, on a notamment un chilopode assez connu qu'on a dans la garrigue, pardon, qui peut être dangereux, mais sinon tous les autres sont tout petits et posent aucun problème. Les chilopodes, donc, comme je viens de le dire, ce sont des prédateurs. Donc on a notre petit scolopendre qui peut être un peu dangereux, qu'on va éviter de trop manipuler. Ce sont des invertébrés qui vivent au sol, sous les pierres, les bois morts et surtout dans la litière. C'est un groupe d'invertébrés qui est fortement lié au sol. C'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. Et à la litière, notamment parce qu'ils vivent dedans et parce qu'ils vont aussi être des prédateurs qui vont chasser dedans. Ils vont se nourrir de colamboles, d'autres petits invertébrés. Et certaines espèces, comme l'a dit Jean-Yves, sont spécialisées notamment sur nos amis les lombrics, notamment les géophiles. Autre particularité, ils sont lucifuges, c'est-à-dire qu'ils vont fuir la lumière. C'est pour ça qu'on a des espèces qui vivent sur le sol dans la litière, mais même plus en profondeur, voire des espèces qui vont vivre dans les grottes. Les chilopodes, ce qui est super chouette aussi, c'est qu'il y a une forte sténoïcie. Donc la sténoïcie, c'est le fait d'être très spécialiste et un très fort endémisme. On a 63 espèces endémiques ou subendémiques en France. Donc on a 40% de la biodiversité nationale qu'on n'a qu'en France ou presque. C'est quand même assez exceptionnel par rapport à beaucoup d'invertébrés comme des aires de répartition plus vastes. La France a presque un enjeu très fort pour ce groupe-là, avec donc des espèces cavernicoles, et aussi donc, notamment par exemple dans les Pyrénées, on va en trouver dans des grandes cavités, des espèces qui vont être liées à des endroits très très précis. Mais autre particularité, on a des espèces qui sont inféodées aux estrans. Donc là, un exemple avec Hydrochila submarina, qui vit dans l'estran, donc dans des conditions extrêmement difficiles, avec du sel, la mer, une nourriture un peu plus limitée et spécifique. Donc vraiment des bestioles assez surprenantes. Bon, en Bourgogne, les cavernicoles, c'est pas trop. Puis la mer, jusque-là, ça ne nous embête pas trop. D'un point de vue taxonomique, les chilopodes, on va les diviser en 4 groupes. Les géophilomorphes, ceux qui ont plus de 25 paires de pattes. Les lithobiomorphes, 15 paires de pattes. Les scolopendromorpha, 21 paires de pattes. Et les scutigéromorpha, qui en fait ne correspondent qu'à la scutigère, que je vous ai illustré juste à côté, qu'on trouve dans les maisons. Bon, maintenant que je vous ai présenté rapidement c'est quoi un chilopode, quelles sont ces 1000 pattes, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a tellement de choses à étudier, les invertébrés, il y en a des centaines, des milliers. Pourquoi il faut m'écouter et étudier les chilopodes plutôt qu'aller étudier autre chose? Alors déjà, parmi les groupes pour les sols à l'échelle régionale et même à l'échelle nationale, on a très peu de groupes faunistiques qui vont nous permettre de protéger les sols ou même juste de les prendre en considération. Souvent, on a la notion d'espèce parapluie pour beaucoup de groupes où on dit qu'en protégeant souvent un gros vertébré, un bel oiseau, un mammifère assez sympa, en le protégeant, on va protéger tout son habitat, donc toutes les espèces après. Alors c'est une belle théorie. Dans la pratique, il n'y a aucune étude qui le prouve, que les espèces parapluies, ça fonctionne. Il y a même des études qui tendraient à prouver le contraire. Et dans le cadre des sols, on n'a en fait pas trop, dans tous les cas, d'espèces qui directement, en la protégeant, nous permettraient de protéger tous les sols, en tout cas à l'échelle régionale. Donc cette option-là ne marche pas trop dans notre problématique. En quoi les chilopodes sont de bons bio-indicateurs
pour la qualité, pour les sols et la litière. Alors déjà, ils vont être sensibles à plusieurs variables, le pH, l'humidité, la température et la structure du microhabitat. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs composants vont pouvoir influencer notre diversité de chilopodes, et donc du coup des espèces vont être très sensibles, d'autres moins. Donc la présence ou l'absence d'espèces va nous donner des indications sur comment est le sol. Notamment, les chilopodes sont fortement liés à l'humidité. Donc un sol qui est bien structuré va mieux retenir l'humidité qu'un sol qui n'est, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, qu'un support. Donc, puisqu'ils sont sensibles à tout ça, ça va nous permettre donc de mieux étudier ça. Et aussi, ils vont être sensibles à la pollution des sols. Ça a été étudié du coup en Europe. Les chilopodes, notamment les géophilomorphes, qui ressemblent à des petits vers de terre avec plein de pattes, serait le deuxième groupe le plus impacté par la pollution des sols, et notamment la pollution aux métaux lourds, juste après les lombrics qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup, si un sol est très pollué, on verra moins de chilopodes, et donc on va apprendre des choses dessus. L'autre intérêt, c'est que ces invertébrés ne volent pas, et ils ont une faible capacité de dispersion. Donc quand on va avoir des choses dans le temps long, ça va être un indicateur. C'est-à-dire que si on a une coupe rase, une disparition, et que le sol est très abîmé sur un grand secteur, même si on fait des choses pendant 5-10 ans, ça va mettre du temps à revenir. Donc il va y avoir une latence dans la colonisation, des espèces qui ne reviendront peut-être jamais. Donc on a une information sur le temps long. C'est aussi très intéressant. La petite limite quand même à ça, c'est que là, donc on parle des sols en général, même si on va trouver des chilopodes partout, hein, on peut en avoir en milieu agricole, dans la ville, ça reste quand même des espèces plutôt forestières. Et donc ça va être vraiment pertinent, en tout cas à notre échelle, sur les sols forestiers. Ce qui est intéressant aussi pour l'utiliser en tant qu'indicateur, c'est qu'il y a une richesse spécifique qui est modérée. C'est-à-dire que quand on a beaucoup trop d'espèces, c'est beaucoup trop dur à étudier et on a du mal à en tirer des conclusions. Inversement, quand on a très peu d'espèces, c'est aussi dur aussi de tirer des conclusions. Ça devient très binaire. Ah ben on a la bonne espèce ou on l'a pas. Il faut pouvoir nuancer un peu les choses. Les chilopodes sont entre les deux. On a 151 espèces en France. Et actuellement, donc on va le voir après, on a 40 espèces de connues en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est quand même un groupe, c'est abordable, quoi. On ne va pas trop se perdre non plus. Autre point qui est important, c'est que les chilopodes sont bien connus et ne vont pas souffrir d'un manque de connaissances. C'est-à-dire qu'au niveau national, on a eu un gros travail de synthèse avec un catalogue de toutes les espèces qui évolue, hein. Il y a encore des choses qui changent. Encore aujourd'hui, on travaille sur une liste rouge. On se rend compte qu'il y avait peut-être des confusions ou des choses, mais on a quand même une bonne base de connaissances. On ne va pas changer tous les noms dans 2-3 ans. Et maintenant, on a aussi des ouvrages qui permettent aussi de les déterminer. Que c'est bien gentil de dire qu'il n'y a que 40 espèces, mais s'il n'y a que 2 personnes qui peuvent les déterminer en France, ça ne sert à rien. Et là, c'est un groupe qui est abordable. Quelqu'un qui veut se lancer dans les chilopodes, on a des clés de détermination, des clés illustrées avec des photos. On a un réseau, on peut déterminer les chilopodes. Autre intérêt, pourquoi c'est un groupe pertinent, c'est qu'on a une dynamique nationale. On ne va pas être dans notre coin à améliorer juste la connaissance en Bourgogne-Franche-Comté, même si ce serait déjà très bien. On va pouvoir se baser sur un référentiel national et donc vraiment se rendre compte des aires de répartition. Et cette dynamique, elle va vite. Là, je vous présente 2 cartes. Une en 2014 à l'époque du champ du catalogue, qui présente la richesse par département, et la même carte en 2022. Et on voit que beaucoup de secteurs blancs sont devenus rouges, qu'il y a quand même une forte dynamique sur un petit groupe comme ça, où on a une richesse spécifique qui augmente fortement. On a encore plein de choses à apprendre. Les cartes ne sont pas du tout complètes, mais on voit que ça va de l'avant. Et donc maintenant, je vais vous présenter rapidement, je ne sais pas au niveau temps où j'en suis, mais où on en est en Bourgogne-Franche-Comté, parce que moi c'est un peu ça. Là, je vous ai montré ce que c'est, je vous ai montré pourquoi c'est intéressant pour les sols, donc plutôt les sols forestiers, mais les sols quand même. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est en Bourgogne-Franche-Comté et comment on peut s'impliquer dans l'amélioration des connaissances. Alors déjà, pour faire un état des connaissances, moi, il m'a fallu des données pour regarder où est-ce qu'on en est. Donc il y a plusieurs jeux de données. Il y a des jeux de données de spécialistes. Donc je l'évoquais, il y a une dynamique nationale, c'est le groupe Myria France qui se lance dans des inventaires un peu précis. On a la chance, ils sont passés en Bourgogne l'année dernière, dans le Morvan, pour inventorier, pour améliorer la connaissance. Donc on a une base de données déjà sûre. Enfin, quand c'est le spécialiste qui a déterminé l'espèce, je ne peux pas trop le remettre en cause, il est bien meilleur que moi. On a des données régionales grâce aux associations qui œuvrent sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit d'un point de vue donc, du côté Franche-Comté avec le CBNF-CEORI et les bénévoles de l'OPI Franche-Comté, et de l'autre côté avec la SHNA pour la Bourgogne. Donc ces associations sont chefs de file pour les invertébrés, donc vont agréger dans leur base de données, que ce soit Taxa ou la BBF, la Bourgogne Basse Fauna, toutes les données qui vont passer sur ces groupes-là. Donc pareil, une source de données importante. Puis il y a des données très locales, il y a des réserves naturelles qui vont inventorier ces espèces-là
liées à des spécialistes. Notamment, là, j'ai eu un grand jeu de données, la réserve naturelle du ravin de Valbois. Donc, c'est de la donnée très précise, mais où il y a un vrai effort de prospection. Et dernier jeu de données, ça va être les bases de données nationales, qui sont beaucoup en sciences participatives, mais aussi des bases de données comme OpenOps, qui vont centraliser l'ensemble des données qui traînent dans les rapports ou dans plein de structures. À terme, elles vont toutes être au niveau national, on les voit sur l'INPN. Donc il y a tout ce jeu de données-là. Et il y a eNaturalist, qui est une plateforme, on va dire, de sciences participatives, où n'importe qui peut mettre une photo. Et parfois, sur les kilopods, c'est plus dur, mais sur photo, on peut quand même aller à l'espèce. Pareil, plein de données de toute la France. Donc c'est génial, j'ai plein de données. Tada! 2031 données de kilopods en Bourgogne-Franche-Comté. Alors 2000 comparé à d'autres groupes, c'est ridicule. Pour des petits mille pattes que personne ne connaît, je ne sais pas si dans la salle il y en avait qui connaissaient les kilopods avant que je les présente, bah, c'est déjà pas mal. Sauf que patatras, en fait, il n'y a que 1296 données. Parce que dans ce grand jeu de données, on va avoir des doublons, des données qui vont être dans une base de données et dans l'autre. Il va y avoir des erreurs. Quand on est sur une plateforme nationale, il y a forcément des erreurs. Typiquement, sur le jeu de données de l'OpenOps, il y avait des alouettes des champs qui étaient écrits comme des kilopods. Donc je trouvais ça un peu bizarre. J'ai en Saône-et-Loire, une espèce qui était un peu rare. Il y a plein de données sur une commune. Non vernaculaire à la haute des champs. Bon, erreur informatique. Et donc on arrive à tous ces petits points déjà sur la région. Donc on voit qu'on a déjà on a des points un peu partout. C'est pas ridicule. Il y a encore du travail, mais bon, c'est pas qu'un fou furieux dans un coin qui a tout fait. Mais repatatras, autre souci, dans toutes ces données, j'ai 44%, c'est qu'une espèce. C'est la Scutigère véloce, parce que c'est une espèce qui est grande, c'est une espèce qui vit dans les maisons, qui est anthropophile. Donc les gens la voient, la photographie, ce qui est quand même assez impressionnante. Il faut remonter la donnée, donc c'est chouette. Sauf que j'ai envie de dire, c'est la seule espèce dans tout notre jeu de données qui ne nous intéresse pas. Parce que la scutigère, elle a beau être sympathique, pour étudier les sols, alors qu'elle vit dans les maisons, bon, on en repassera. Donc on retient encore 44% des données. On arrive à ça, une richesse spécifique donc, de 40 espèces connues en Bourgogne-Franche-Comté. Alors 40 espèces, c'est pas ridicule. Pour comparer, par exemple, la région Grand Est, c'est 38 espèces. L'Île-de-France, c'est 34 espèces de mémoire. Donc on a déjà quand même ça a de la gueule, quoi. C'est pas mal. On a même une espèce sur le territoire de Belfort. Et ça, à l'époque du catalogue, c'était un des seuls départements où il n'y avait aucune donnée. Donc c'est déjà pas mal. Bon, sauf qu'on a un petit problème. Là, c'est les données au cours des années. On voit qu'on a beaucoup de données avant 1950. Et qu'après, bon, bah voilà, il y a très peu de personnes, ça s'est bien tassé. Ces dernières années, ça remonte. Avec en gris, notre scutigère quand même qui prend une grande partie des données. Et on voit 2022, les fous furieux de Myria France sont venus dans le coin, ça monte en flèche. Et donc du coup, en fait, on a beaucoup de données qui vont être anciennes et qui ne sont pas réactualisées. On a beaucoup de données historiques, et si on prend que les observations contemporaines, ça se casse la figure. Donc on a toujours, on a 37 espèces de manière contemporaine, ce qui est quand même, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas ridicule. Mais on voit qu'il y a des départements, par contre, la Côte d'Or, on trouve à 9 espèces. Parce que c'était un des départements les mieux connus, parce qu'on avait un grand spécialiste qui avait fait plein d'études sur la côte dijonnaise notamment. Et depuis, plus personne s'est intéressé. Donc voilà, il y a quand même il y a du boulot. Donc voilà, par région naturelle, ce que ça donne à peu près. Donc ça donne un peu un regard. On voit le Morvan quand même, qui est plutôt bien connu. Justement, la côte dijonnaise, à cause de notre spécialiste. Donc là, c'est toutes les données, c'est pas que contemporaine. Mais on voit qu'il y a quand même des grosses zones blanches et qu'il y a beaucoup de boulot. Parce que par département, en département, c'est administratif. Pour un invertébré, ça ne veut rien dire. Donc les régions naturelles, ça me semblait plus pertinent. Mais là, pareil, il y a un autre gros biais, c'est qu'un point dans une région naturelle, ça me colorie ma carte. Alors qu'une donnée, bon, pareil, il y a encore beaucoup de choses à faire. Quelques exemples d'espèces à enjeu. Donc, comme je dis, il y a une dynamique nationale, il y a un travail de liste rouge qu'on est en train de faire. Il y a déjà quelques espèces qui sont ressorties en pré-liste comme intéressantes, qui seraient certainement dans une liste rouge, donc qui seraient un bon indicateur de la qualité des sols forestiers. On a par exemple Eupolybotrus tridentinus. On voit qu'elle est connue d'un secteur. Et c'est très intéressant parce que cette espèce-là, elle était inconnue de France encore en 2014. On l'a découvert récemment, en fait, elle était connue de Suisse. Et donc là, on sera en limite d'aire de répartition sur cette espèce-là. Donc un gros enjeu de préservation. Et c'est une espèce qui est qui est liée aux forêts et qui est très sensible, donc très sténoès. La question sera maintenant de voir jusqu'où elle va vers l'ouest. Est-ce qu'elle va plus loin? Est-ce qu'elle est vraiment cantonnée là? Autre espèce intéressante, Lithobius dentatus. Voilà, donc on a trouvé donc, dans le Morvan, on a d'autres données ici, qui est une espèce aussi très sensible, qui est en forte régression et qui, a priori, se porterait un peu mieux dans le quart nord-est de la France, mais pareil, c'est pas gagné. Donc une espèce très sensible. Et une troisième espèce que je vous présente, Lithobius
Peldinus, qui est lié aussi donc, aux forêts un peu froides, qui a la particularité notamment de grimper dans les arbres, qui est liée au sol, mais elle va grimper dans les arbres. Pour un mille-pattes de la litière, c'est assez rigolo. Et notamment, elle était inconnue donc, de la partie bourguignonne jusqu'à l'année dernière, où on l'a trouvée dans un piège polytrape. C'est des pièges qu'on accroche aux arbres pour étudier les coléoptères saproxyliques. On a fait toute une grande étude. Donc, pardon, coléoptères saproxyliques, c'est les coléoptères qui sont liés au bois mort. On a fait toute une étude sur le parc du Morvan, là, sur plusieurs sites. Et coup de bol, on a ce mille-pattes qui est tombé dedans. Donc super chouette, c'est aussi pour montrer un peu les liens qu'il pourrait y avoir entre différentes études que certains partenaires pourraient faire et ce qu'on appelle les fonds de piège qu'il ne faudra pas hésiter à valoriser dans un second temps. Donc voilà déjà 3 espèces qui seraient peut-être sur une liste rouge nationale, qu'on a en Bourgogne-Franche-Comté, qu'on connaît mal et qui seraient de super indicateurs pour les sols forestiers. Alors voilà, on a beau dire tout ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les perspectives? Bon bah, comme vous avez un peu pu le voir, le premier but, avant même d'envisager de les utiliser comme des indicateurs des sols, c'est d'améliorer la connaissance. Le socle de connaissances régionales est trop faible, on a une bonne base. Maintenant, il faut inventorier. Donc j'invite tout le monde à aller fouiller les sols, à tamiser de la litière et à m'envoyer les clyopodes ou à apprendre à les déterminer. Pour les chercher, on va soit les chercher à vue avec une petite pince, soit on va secouer du sol, soit on va creuser. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est quand même selon les espèces, il y a des espèces qui peuvent creuser assez loin, qui ont peur de la lumière, qu'on va avoir dans le sol. Donc si on va aller même extrêmement loin, on va aller ramasser du sol, le mettre en appareil de berlaise. Donc c'est une petite sorte d'entonnoir où le sol, en séchant, les insectes vont fuir cette dessiccation, donc vont continuer à chercher l'humidité et vont tomber au fond. Donc voilà, donc des inventaires ciblés ou non. Au point où on en est, on peut chercher partout. Et l'autre intérêt, c'est de combler avec les autres programmes, notamment par exemple le programme des forêts à haute valeur écologique qui est actuellement sur le parc naturel du Morvan, qui va déjà nous prémâcher le travail en nous disant « Ah, c'est là que c'est les endroits doivent être chouettes, donc on va aller prospecter là pour avoir de nouvelles espèces et mieux connaître tout ça. » Donc à terme, dans quelques années, j'espère qu'on aura assez de données, grâce à vous tous, pour utiliser les kilopodes pour protéger les sols forestiers de Bourgogne-Franche-Comté. Merci à tous. Oui, David Guérino de Réal. J'ai entendu parler d'un protocole équivalent à celui de SPIPOL qui permet aux particuliers de contribuer à la connaissance, quelque chose pour la mésofaune. Alors, je voulais savoir ce qu'il en était aujourd'hui. Et puis un autre point, pardon, est-ce que le naturaliste qui voudrait apporter de la connaissance, est-ce qu'on a dans les listes déroulantes de Faune France par exemple, tous les 40 taxons là, que vous citiez? Alors, pour la première partie, sur les programmes de sciences participatives, on va être un peu limité, puisque c'est des espèces souvent qu'on ne peut pas déterminer sur photo, qu'il faut prélever et regarder sous la loupe. Et donc, du coup, dans les grands programmes de sciences participatives, je citais iNaturalist, souvent, on ne va pas pouvoir aller à l'espèce, on va rester au genre. Donc, du coup, dans notre programme, ça ne nous sert pas trop. Quelques grands spécialistes nationaux, notamment Étienne Uriot, qui est le principal auteur de tous les ouvrages que je vous ai montrés, il y arrive parce qu'il a une expérience et un recul que je n'aurai jamais. Donc voilà, il y a quand même de grosses limites, à la différence d'un SPIPOL où il y a quand même beaucoup d'espèces, et encore, des fois on va peut-être trop loin sur le SPIPOL, mais il y a beaucoup d'espèces qu'on peut faire sur photo, et il y a quand même un intérêt, une plus-value nette. Donc sur de la science participative, on va être limité. L'idée c'est d'organiser des formations à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté, mais il faut déjà que les naturalistes soient un peu investis dedans pour se lancer. Après, si les gens veulent juste récolter et nous envoyer, enfin et m'envoyer dans la rigueur, ça suffit déjà en termes de participation. Sur le côté menu déroulant, moi je ne connais pas Faune France, c'est pas quelque chose que j'utilise. Moi je suis validateur sur la Bourgogne Basse Fauna, donc sur e-observation, où là l'ensemble des espèces, sauf une peut-être, sont ouvertes, parce qu'on a ce travail déjà qui a été fait de synthèse régionale. L'idée c'est pas de tout ouvrir. Et pareil, là je vais limiter, mais Faune France à la base c'est quand même une plateforme de détermination d'espèces relativement facile. Est-ce que des kilopodes ont leur place sur Faune France? Je ne suis pas convaincu. Voilà, parce qu'il faut pouvoir, entre guillemets, faire une donnée, c'est déjà bien, mais il faut quand même avoir un gros travail de validation derrière, c'est ce qui est super important. Et là, actuellement, l'outil ne permet pas ça, à mon sens. Encore des questions? Sinon, tous ceux qui manipulent les pots de barbeur, enfin qui font du piégeage en forêt, sont susceptibles de trouver un jour dans leur pot des myriapodes. Il suffit de les conserver assez facilement dans l'alcool, par exemple, et de les faire passer. Et on arrive maintenant à leur mettre un nom assez simplement. Et puis, il y a peut-être des gens qui se demandent quel groupe entomologique, entre guillemets, ils voudraient suivre. Essayez les myriapodes, hein, ça vaut le coup. Hein. Tout le monde ne peut pas faire du papillon ou de la sauterelle ou de l'abeille ou de la guêpe.
Donc les amateurs d'insectes et d'autres arthropodes, lancez-vous. Lancez-vous. Donc effectivement, je fais un appel à tous les partenaires qui auraient pu faire des piégeages. Donc sous Barber, c'est des pièges qu'on enterre dans le sol, notamment pour les carabidés, des petits coléoptères qui courent au sol, qui m'intéressent aussi, mais là c'est pas la question. Donc vous avez souvent des fonds de pièges où il y a quelques kilopodes qui vont tomber dedans et ça traîne des fois dans le fond d'un labo ou quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous les faire passer, ou même d'autres protocoles de tamisage si vous avez à l'occasion que ça traîne, on les valorisera avec grand plaisir. Et donc là, tu évoquais les myriapodes. Donc là, on parle des kilopodes, qui est la partie prédateur. Et il y a aussi plein de myriapodes, donc les diplopodes. Il y a encore plein de choses à apprendre, énormément. Actuellement, on manque d'outils de détermination, mais j'espère que dans un moyen terme, il y a des collègues qui travaillent dessus. On a des outils aussi pour les déterminer. Et bientôt, dans BFC Nature, notamment le prochain numéro, si je ne mets pas trop de retard à envoyer mes corrections, il va y avoir une première liste de tous les myriapodes de Bourgogne-Franche-Comté, kilopodes et diplopodes, pour pareil avoir un état des connaissances et que ça motive tout le monde à combler les mailles, hein, parce qu'il y a du boulot. Merci à tous.